Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Je suis très heureux de te rencontrer de nouveau à l'occasion des rencontres de Digne, d'autant que nous avons beaucoup de goûts en commun et de passion, enfin de goûts et de passion communes. Alors ce soir, tu nous as proposé pour ta carte blanche un film intitulé Cloverfield, et j'aurais aimé te demander en quoi Cloverfield est-il pour toi un film emblématique du cinéma post-11 septembre. Bah, écoute, moi, il y avait un choix important possible. Voilà. À l'origine, c'est ça. Donc, choisir un film, c'est toujours compliqué. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je revienne quand même à l'os, en fait, de ce qu'était, de ce qu'a été le 11 septembre. Je pense pour beaucoup de gens, pour moi et pour plein de gens. À savoir cette espèce de moment du mardi 11 septembre. On a vu les tours s'effondrer en l'espace d'une heure, 45, 2 heures. Et les images qui ont été diffusées à l'époque par la chaîne de télé. D'abord CNN, et ensuite les autres images. Et donc on pourrait presque dire que en 2-3 heures, entre l'arrivée du premier avion dans la tour, et puis la chute des tours et l'évacuation, la fuite des gens dans les rues de New York, etc., on avait presque fixé, on pourrait dire, la vérité iconique du 11 septembre. Après, il y aurait plein de questions qui se poseraient. Mais les images du 11 septembre, en gros, à 95%, elles ont été produites pendant ces 2 heures-là. Bon. Et je me disais, il faudrait sans doute projeter un film qui est revenu au plus près de ce moment-là. Pas qui n'avait pas forcément évoqué la question des disparus, des victimes, comment on fait le deuil de ça, et puis la réaction politique américaine, comment on envahit l'Afghanistan, les discussions qu'il y a autour de tout ça, la question de l'étranger aux États-Unis, la paranoïa. Tout ça, c'est venu après. Mais sur le moment de tétanisation, hein, de la catastrophe elle-même, et je me suis dit, est-ce qu'il y a eu beaucoup de films qui ont traité ça? Et en fait, pas tant que ça. Un des plus connus, c'est évidemment la guerre des mondes, hein, de Steven Spielberg. Mais il me semblait que Cloverfield avait été le premier film américain à s'approcher de plus près de la reconstitution de cette expérience du 11 septembre. Cette bande d'amis qui fête le départ de l'un d'entre eux au Japon, qui se réunissent un soir dans un immeuble de Columbus Circle au bas de Central Park à Manhattan. Donc le film est comme une sorte de soap opéra au début, extrêmement ordinaire, de gens qui font des blagues entre eux, enfin peu importe. Très ordinaire, c'est presque lors de la série télé. C'est pas très intéressant, des scènes de vie. Et puis, brutalement, une explosion a lieu, une coupure d'électricité, on se demande ce qui se passe, ils montent sur le toit. Et là, la grande histoire, autrement dit ce qui va avoir lieu, la destruction de la ville de New York par une bestiole, ça on pourrait avoir des réserves là-dessus d'ailleurs, par une bestiole, cette grande histoire va s'intégrer dans ce petit film ordinaire qui pourrait être une vidéo YouTube, etc. Et ce mouvement qui est de la petite histoire et de la grande, ça a été ça le 11 septembre, hein, des gens qui se sont levés un matin comme les autres, ordinaires, etc. Ou même les frères Daudet qui faisaient un petit documentaire, et un jour ils sont percutés, sans mauvais jeu de mots, par la grande histoire, et comment toutes ces petites images ordinaires vont à un moment donné devenir des images qui vont permettre de comprendre la grande histoire. Et je trouvais que Cloverfield était le film qui s'était approché le plus proche de ça, remettant en scène de façon bien plus que métaphorique, pardon, totalement littérale, la catastrophe du 11 septembre, l'effondrement des buildings, la fuite des gens dans les rues, les nuages de poussière, les visages recouverts de poussière, la décapitation de la statue de la liberté, cette tête qui vole à un moment donné, qui se retrouve comme ça dans une des rues de New York, la destruction du Brooklyn Bridge, et puis l'expérience, là pour le coup les télévisions n'ont pas pu nous montrer, ont pu nous raconter via des témoignages ou des messages téléphoniques, mais n'ont pas pu nous montrer, à savoir l'expérience des gens qui étaient dans les tours, qui pour la plupart sont morts. Ça a fait quoi d'être pendant 1h45 dans ces tours en feu et tenter de survivre? Et Cloverfield raconte ça, une bande de jeunes qui tentent de survivre à la catastrophe qui a lieu et qui n'y arrive pas, entre parenthèses. Et comme c'est un film de la fin des années 2000, qui va enregistrer sur le mode en fait entre le home movie et le found footage, qui va enregistrer par une caméra portée comme ça à l'épaule tous ces 2-3 heures de leur fin de vie, hein, finalement. Et c'est ce que le film va nous montrer. D'accord. Alors, bon, les images du 11 septembre sont connues de tous et chacun se souvient à peu près de ce qu'il faisait ce jour-là.
c'est mon cas, je suppose que c'est le tien aussi. Tu as dit que la vérité iconique du 11 septembre a été fixée Très vite. quasiment en direct. Ouais, ouais. Donc en fait, ce qui est intéressant dans Cloverfield, c'est le 11 septembre vu de l'intérieur. Mhm. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant avec Cloverfield, c'est que ça montre en fait le sens ou le pouvoir ou le rôle à ce moment-là du cinéma, hein, qui est pas de remettre en scène une réalité qu'on a déjà vue. Mm. Il y a beaucoup de films qui sont là-dessus, mais c'est pas forcément très intéressant, à moins qu'on ait quelque chose de différent à en dire. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire de différent sur le 11 septembre, d'un point de vue historique, politique, que ce qu'on sait déjà? Rien. On sait tout. Il y a pas de zone d'ombre dans le 11 septembre. Hormis les théories du complot qui ont vécu et qui ont disparu. Il n'y a pas de. L'histoire du 11 septembre, elle est connue assez vite, d'une certaine façon, et elle est réglée. Hein, c'est le contraire de la question. On va parler du Watergate, de la guerre du Vietnam, dont on apprendra plus tard que ça avait été en partie une invention, de l'assassinat de JFK, dont on n'aura jamais la vérité. Enfin, il y a beaucoup d'événements dans l'histoire qui sont encore sujets à discussion, à débat aujourd'hui. Le 11 septembre 2001, c'est pas le cas du tout. Donc le film Cloverfield et le cinéma américain, l'espace qu'il peut investir, il est très faible en réalité. Qu'est-ce qu'il peut investir comme espace? Il investit l'espace des images manquantes. Des images que les télévisions et les caméras, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le téléphone portable, donc tout le monde n'est pas avec son portable en train de faire des micro-vidéos à poster sur Facebook ou Instagram. Donc c'était encore l'époque, ce qui aujourd'hui est devenu extrêmement rare. Aujourd'hui, on a trop d'images, d'une façon. Aujourd'hui, le problème, c'est plus comment je fais le tri parmi toutes ces images insignifiantes. Le film montre cela d'ailleurs. Bien sûr. Omniprésence des écrans. C'est ça. Oui, c'est le moment du basculement. C'est-à-dire que c'est encore le moment où on le voit dans le film, ils ont des téléphones portables qui permettent d'appeler, qui captent des réseaux, mais qui ne filment pas encore. Hein, on est juste avant l'arrivée des smartphones qu'on connaît aujourd'hui, qui font à la fois appareil photo, qui filment, etc. Donc c'est fait avec une caméra un peu old school, presque une caméra qu'on avait encore à la fin des années 80, début 90, qu'on porte à l'épaule, qu'on tient, etc. etc. Aujourd'hui, ces caméras-là, elles existent dans le monde professionnel, mais dans le monde amateur, elles ont complètement disparu. Tout le monde a son téléphone portable. Donc en fait, le film, il remet en scène une de ces images manquantes, il n'y en a pas 36, qui étaient... qu'ont ressenti les gens qui étaient dans les tours, qui ont essayé de s'enfuir, qui ont essayé de survivre. Et donc le film met en scène ça. Il le développe, puisqu'évidemment, les gens qui étaient dans les tours, soit ils se sont échappés très vite, soit ils sont morts. Là, le film imagine qu'il y a une sorte d'épopée à l'intérieur de New York pour aller sauver une jeune femme. Mais en fait, c'est vraiment un film très viscéral qui ne cherche pas du tout à faire de la politique, de l'analyse historique ou de l'analyse géopolitique, pas du tout. Hein, qui tente juste de nous montrer quelque chose que les images dans ce temps ne nous ont pas montré. Et donc, c'est là que le cinéma intervient. C'est quand il prend le relais d'une réalité qui manque. Filmer l'image manquante. Ouais, c'est ça. Et alors, une dernière chose. Mais tu sais, je pensais à ça n'a rien à voir, mais l'image manquante, d'ailleurs, qui est un petit d'un beau film de Ritipan, hein, sur la question des camps au Cambodge, de l'histoire du Cambodge. Et Ritipan le racontait très très bien, ça, combien l'histoire du Cambodge a été, on pourrait dire, annihilée, mise de côté pour toute une génération de Cambodgiens, et elle a été d'autant plus facilement censurée, mise de côté, qu'il n'y avait pas d'image de cette histoire-là. Et quand il n'y a pas d'image de l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Et en fait, je pense que la question du 11 septembre, elle était en grande partie liée à ça. Il y avait à peu près toutes les images qu'il fallait, moins quelques images. Et ces images-là, c'était des images qui n'étaient pas de nature politique. Hein, c'était des images qui étaient de nature humaine, en fait. Hein. C'est voilà, filmer des gens qui tentent de survivre. C'est pas comme filmer des tours qui s'effondrent, ou comme filmer des gens qui s'enfuient, ou qui fuient. Alors, dernière question. En 1953, c'est la première version de la Guerre des Mondes. Le film est évidemment marqué par la Seconde Guerre mondiale et les grands bombardements d'aviation, les bombardements des civils. L'histoire commence en 1937 avec Guernica et s'achève avec Dresde et Hiroshima et Nagasaki. Donc forcément, cet imaginaire va imprégner le cinéma hollywoodien. Et
dans les années 50, on voit apparaître des films de monstres. Et alors, Cloverfield, c'est aussi un film de monstres. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée, parce que tu ne l'as pas trop développé C'est qu'en dans fait, ton intervention. oui, c'est qu'en fait, moi je pense qu'il y a deux choses. C'est que, au moment où Matt Reeves et J. Abrams, producteur et réalisateur du film, font Cloverfield, je pense qu'ils ne. Disons qu'ils ont déjà l'audace, le courage de remettre en scène, d'une certaine façon, quelque chose que tout le monde identifie comme étant une séquence qui renvoie directement au septembre. Mais ce courage s'arrête quand même à cette idée que ne sont pas des terroristes, ne sont pas des bombes, etc. C'est un monstre. Comme si, pour supporter cette espèce de réel, ce côté naturaliste presque du film, caméra à l'épaule, le réel, les faux raccords, les arrêts de caméra, on est vraiment dans une dimension naturaliste, comme si cette espèce de naturalisme-là, d'un seul coup, croisait le summum de la fiction, qui est le film de monstre. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est que d'abord, ça permet de dire que l'un ne s'oppose pas à l'autre. C'est que le film de monstre, c'est aussi la représentation imaginaire qui vient d'histoires réelles. Je parlais de la guerre froide, d'Hiroshima. Godzilla est né de ça. Godzilla vient en 54 d'une Hiroshima Honda, naît de la cuisse de Nagasaki et d'Hiroshima. Autrement dit, Godzilla, c'est pas qu'un monstre jouet qu'on voit aujourd'hui à Tokyo, il y a Godzilla partout. D'accord, mais c'est pas qu'un jouet, Godzilla. Godzilla, c'est la forme qu'ont pris pour les Japonais la terreur atomique. Mais c'est une métaphore aussi. C'est pas uniquement un jouet. C'est aussi un monstre qui, pour les Japonais, renvoie exactement à ça. Et il me semble d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que J. Abrams et Matt Reeves ont expliqué qu'il manquait sans doute au cinéma américain un monstre de la puissance de Godzilla. Il y a King Kong, d'accord, mais King Kong, il détruit parce qu'on le poursuit. C'est pas un monstre belliqueux, enfin, il produit. Et donc, ils ont voulu créer, eux, une sorte de monstre qui serait né de l'imaginaire du 11 septembre 2001 dans la lignée de Godzilla et de sa puissance métaphorique dans le cadre du cinéma japonais. Je pense que c'est ça que je trouve intéressant. Et d'autant plus que ça oppose pas du tout le naturalisme et le film de monstre. C'est que ça explique comment le film de monstre, c'est le prolongement naturel du naturalisme. C'est pas d'un côté le jouet et de l'autre le réel. C'est comment est-ce que le jouet, c'est la sublimation, au sens psychanalytique du terme, d'une forme réelle. Merci beaucoup.